Dans cet épisode, on va parler des problèmes d'argent, des causes transgénérationnelles à ces problèmes et on verra comment s'en sortir. Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Ma maison 8 dominante me pousse à explorer ce qui est caché, à sortir de l'ombre les tabous, les mettre en lumière pour se transformer, se renouveler jusqu'à être parfaitement authentique. C'est pourquoi je t'accompagne grâce à l'astrologie, au transgénérationnel et à toutes mes compétences acquises au fil des années. Bonjour et bienvenue dans cet épisode dédié à l'argent et au transgénérationnel, mais je l'ai appelé plutôt, disons, aux problèmes d'argent qu'on peut avoir dans notre présent et comprendre peut-être les causes transgénérationnelles à ces problèmes. Évidemment, toutes tous les problèmes d'argent n'ont pas de causes transgénérationnelles, n'ont pas nécessairement des causes transgénérationnelles, mais disons que c'est un peu mon expertise, donc je voulais parler de ça. Mais avant de commencer, qu'est-ce que j'entends par problème d'argent? Alors, les problèmes d'argent, ça va être des comportements un peu malsains par rapport à l'argent, ou des comportements qui nous empêchent d'avoir un lien serein avec l'argent. Donc on peut retrouver les acheteurs compulsifs par exemple, les débiteurs chroniques, tous les comportements d'échec qui relèvent d'une incapacité chronique à développer la prospérité dans sa vie. D'accord? Et j'insiste bien sur l'aspect chronique parce que si ton compte est à découvert une fois dans l'année, j'appelle pas ça un problème d'argent, ça peut arriver à tout le monde d'avoir son compte débiteur parce que, bah mince, là, cette fois-ci, j'avais mal géré mon budget, j'avais pas pensé à telle ou telle chose, etc. Et puis en plus, si ton compte est débiteur juste 2 jours et que, en fait, tu as suffisamment d'épargne pour remettre à niveau ton compte, j'appelle pas ça un problème d'argent. Les problèmes d'argent dont je parle, c'est vraiment des problèmes récurrents qui ont un impact sur ta vie présente. Euh, et d'ailleurs, les causes transgénérationnelles à tout problème, c'est toujours lié à quelque chose qui est récurrent, dont on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, donc c'est un peu ça que j'appelle les problèmes liés à l'argent. C'est aussi le fait de ne pas pouvoir consulter ses comptes, ne pas régler ses factures, ne pas chercher à équilibrer son budget, ne pas réclamer ce qui nous est dû, mais aussi la peur un peu irrationnelle de dépenser. Ça, ce sont des problèmes, on va dire, les plus courants liés à l'argent. Alors, avant de comprendre un peu les causes de ces problèmes d'argent, je voulais revenir sur un point important pour moi, qui est la symbolique de la valeur. Puisque symboliquement, l'argent est relié à la valeur qu'on se donne, à l'amour ou à ses manques qu'on a reçus et transmis, qui ont été transmis. L'argent et l'amour sont liés énormément. Un manque affectif peut créer une envie d'avoir beaucoup d'argent ou de penser ne pas le mériter. Longtemps, moi-même, je me suis dit que je serais rejetée par ma famille si je gagnais beaucoup d'argent, que je ne méritais pas de demander de l'argent. Je me souviens les premières fois où j'ai vendu quelque chose que j'avais créé, puisque j'adore créer. En fait, je me souviens peut-être 10, 12 ans, j'avais créé des produits pour cheveux, une lotion pour activer la pousse des cheveux. Donc ceux qui me suivent depuis il y a très très longtemps, Naturel est parti de ça. C'était une chaîne dédiée aux cheveux naturels. Et donc je faisais des salons et en fait, j'osais même pas mettre un prix juste à ce que je créais, à ce que je vendais.
J'osais même pas en parler d'ailleurs. C'est, je faisais des salons avec une copine qui vendait beaucoup mieux mes produits que moi. Et j'avais mis un prix vraiment très bas, histoire de mettre un prix quoi. Mais mettre un prix juste, c'était pour moi enfin, voilà, je voulais juste mettre un petit prix pour pas gêner les gens, pour pas qu'on croie que je vais les arnaquer, etc. Ensuite, plus tard, j'ai créé des bougies. Et alors, quand j'ai créé les bougies pour moi d'abord, et ensuite que j'ai voulu les vendre, juste en parler, dire que je vendais quelque chose et que bah, si tu veux ma bougie, il va falloir payer, c'était quelque chose de très très difficile pour moi parce que je me sentais un peu illégitime de recevoir de l'argent grâce à ce que je créais. Alors aujourd'hui, je suis 100% entrepreneur, donc je ne gagne ma vie que dans la vente de mes produits ou de mes services. Et heureusement, mon lien à l'argent s'est adouci, sinon je ne pourrais pas manger. Mais il s'est adouci parce que j'ai pris conscience de certaines choses. Par exemple, du manque affectif de mon père que j'ai perçu comme un manque de valeur de ma part. Je me disais inconsciemment que je ne devais pas être assez bien pour qu'il décide de partir quand j'étais petite. J'ai aussi compris les blocages transgénérationnels de ma famille. Voilà, il y a en tout cas cette notion de valeur euh, qui est vraiment reliée à l'argent. Quelle valeur on me donne? Quelle est la valeur qu'on me donne? Est-ce que je suis valorisée? Est-ce qu'on me donne de l'amour? Est-ce que j'ai reçu un manque affectif? Ou est-ce que mes ancêtres ont, eh bien, manqué d'amour, manqué d'attention, manqué d'affect? Euh, voilà. Et j'avais mis sur mon compte Instagram une petite phrase qui dit: la peur de manquer d'argent correspond à la peur la plus profonde de manquer d'amour et d'être abandonné par ceux qui devraient prendre soin de nous. Parce que vraiment, l'argent, symboliquement, est vraiment relié à la valeur que l'on perçoit de nous et que les autres nous renvoient. Mais évidemment, c'est symbolique. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu n'as pas de valeur. D'accord? Encore une fois, c'est symbolique à l'amour qu'on a pu recevoir ou qu'on a pu manquer. Du coup, les valeurs inconscientes qui se rattachent à ce lien à l'argent, ça va être je n'y ai pas le droit, je ne le mérite pas, je n'ai pas de valeur, avoir de l'argent m'angoisse. Et il y a vraiment des gens qui, c'est peut-être ton cas, qui, quand ils imaginent avoir beaucoup d'argent, c'est angoissant. D'ailleurs, prends quelques instants, prends une grande respiration et imagine une vie où tu aurais énormément d'argent. Qu'est-ce que ça te fait? Vraiment? Est-ce que ça te met bien? Tu te sens serein, sereine? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse et tu dis oh là là, trop d'argent, c'est... oula, non. Alors, essaye de voir ce que ça te fait. Moi, je sais que, du coup, en tant qu'entrepreneur, j'avoue, je me suis un peu formée au marketing, au business, etc. Hein, parce que bon, bah, même si je veux juste... Mon plaisir, c'est juste créer du contenu, accompagner les gens, il faut quand même que je paye mes factures, donc il y a tout un procédé à faire. Et du coup, il y a certains coachs business qui te disent d'imaginer, voilà, ta vie idéale et combien tu pourrais gagner d'argent au maximum, etc. Qu'est-ce qui te plairait dans le maximum? Et il y avait une coach business qui prenait l'exemple de imagine que tu touches 30 000 euros par mois. Et c'est vrai que la première fois où je me suis dit gagner 30 000 euros par mois, oula, c'est beaucoup trop. C'était angoissant. C'était genre, mais non, c'est pas possible. Je ne mérite pas. J'ai pas assez de valeur pour gagner 30 000 euros par mois. D'ailleurs, comment je pourrais faire pour gagner 30 000 euros par mois? J'ai pas le droit à tout ça. Je me contente juste de aller un salaire de salarié, tu vois. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir comment
Parfois, on se plaint, ouais, j'ai pas d'argent, j'aimerais être plus riche. Mais quand on prend quelques instants pour s'imaginer avoir beaucoup d'argent, de constater qu'en fait, avoir beaucoup d'argent, ça nous angoisse. Alors, je gagne pas encore 30 000 euros, hein, mais pourquoi pas? Aujourd'hui, ça ne me fait pas peur de me dire que pourquoi pas gagner 30 000 euros par mois, ça pourrait être bien, tu pourrais faire ci ou ça, d'accord? Euh, voilà. Donc, il y a vraiment ces croyances inconscientes de c'est angoissant d'avoir de l'argent, j'ai pas le droit, j'ai pas de valeur, je le mérite pas, l'argent c'est pour les autres, ou même des croyances vraiment l'argent c'est pour les gens méchants, c'est un peu, tu vois, l'argent c'est le diable quoi, le diable en personne. Et donc si j'ai de l'argent, je vais devenir mauvais ou mauvaise alors que l'argent ne change pas qui on est au fond. Ça me permet peut-être un peu plus de montrer au monde qui on est au fond parce que, eh bien, on a plus de pouvoir, entre guillemets, pouvoir d'achat, pouvoir de se montrer, mais ça ne change pas qui on est au fond. Voilà, c'était la petite introduction. Donc maintenant, on va voir d'où viennent ces comportements, ces autosabotages, ces conduites d'autosabotage et ces croyances inconscientes. Mais avant, encore une fois, de commencer, je préfère préciser, ici c'est un épisode où je donne des pistes de réflexion. Ça ne veut pas dire que c'est ton cas ou que c'est le cas de tout le monde. Voilà, les causes transgénérationnelles ne sont pas applicables à tout le monde. Tout dépend de ton contexte, de ton histoire familiale, de ton éducation, du lieu où tu vis. Parce que d'ailleurs, l'argent est tabou en France. On a un peu de mal à dire combien on gagne en France. Mais ça ne l'est pas dans d'autres pays. Ça ne l'était pas aussi à une certaine période historique. Bref. Donc ici, ce sont des pistes de réflexion que je te donne. C'est donc à prendre avec du recul. Et un professionnel en transgénérationnel comme moi pourra dire si tu es réellement dans tel ou tel cas. D'ailleurs, si tu souhaites être accompagné en transgénérationnel, je t'invite à cliquer sur les liens dans les légendes pour prendre un rendez-vous d'appel découverte avec moi pour qu'on puisse discuter sur tes problématiques et voir comment je peux t'aider. Pense également à partager au maximum cet épisode à ton entourage et à commenter pour me dire si tu te sens tu te reconnais dans ces problématiques, si tu as observé des choses dans ton clan familial par rapport à ces problèmes d'argent. Alors, du coup, on va voir les causes transgénérationnelles de ces problèmes d'argent. Je vais essayer de faire une liste de ces causes, mais bien évidemment, il peut y avoir plein d'autres raisons. Peut-être que j'ai oublié certaines raisons. Voilà, on verra ensemble. Alors, donc, les causes transgénérationnelles de ces problèmes d'argent. Ça peut être des dettes, des faillites, une dilapidation aussi de fortune ou d'héritage, les revers de fortune, etc. Tout ça, ça fait partie des fidélités familiales inconscientes, voire transgénérationnelles. Il y a aussi les peurs, parfois irrationnelles, qui se reliant à l'argent. Les peurs irrationnelles se reliant à l'argent proviennent aussi des croyances et du contexte socio-culturel de la famille et du clan. Parce que vraiment, le contexte dans lequel on vit a un impact fort sur nos croyances face à l'argent. Comme je le disais tout à l'heure, en France, c'est tabou de dire combien on gagne. Mais ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons ou dans d'autres pays, même en Allemagne, qui n'est pas un pays anglo-saxon, mais dans d'autres pays, ce n'est pas tabou. Selon la période historique aussi, montrer qu'on est riche ou pas n'est pas forcément tabou, d'accord ? Donc, ces peurs irrationnelles, c'est vraiment à remettre aussi en lien. Quand on regarde l'histoire de nos ancêtres, il faut toujours remettre
dans le contexte socio-culturel de cet ancêtre. Au moment où en fait il a vécu un événement, un trauma, c'est important de remettre dans le contexte socio-culturel, mais aussi dans le contexte économique là, puisque on parle d'argent, c'est vraiment important de remettre dans un contexte socio-culturel et économique. Ok, nous retrouvons aussi dans les fidélités et injonctions inconscientes transmises toutes les problématiques liées aux héritages. Vraiment, l'héritage familial dans l'inconscient du clan représente la transmission de tous les biens matériels et immatériels accumulés par les ancêtres en vue de permettre aux descendants d'une lignée de vivre dans la prospérité. C'est vraiment ça en fait, c'est si je transmets un bien matériel ou même un bien immatériel, c'est je transmets quelque chose pour que ce soit pérenne en fait, quelque chose de pérenne, d'accord ? Que ça dure dans le temps et que mes générations suivantes vivent dans la prospérité. C'est aussi transmettre l'énergie et la vitalité du clan. Cette transmission de l'énergie et de la vitalité du clan, elle apporte et elle confirme la valeur et la place affective de chacun au sein de la lignée. C'est comme une reconnaissance d'appartenance. Si tous les membres de ma famille, je sais pas, j'ai plusieurs frères et sœurs, tous ils ont reçu grâce au testament une transmission en fait, un héritage, mais que je suis la seule personne à ne pas recevoir ça, il y a cette idée que j'ai pas ma place, ou j'ai pas de valeur, d'accord ? Ou des transmissions un peu injustes, c'est-à-dire qu'il y en a un qui récupère les 3 maisons et l'autre, bah tiens, l'horloge. Voilà. Donc, évidemment, dans les transmissions, dans l'héritage, qu'on soit riche ou pauvre, ça a le même impact. C'est-à-dire qu'on peut avoir un héritage, même si les parents ne croulaient pas sous l'argent, hein, ils peuvent transmettre quelque chose, ils peuvent transmettre des choses symboliques. Je transmets à tel enfant tel objet qui a une valeur symbolique, qui rappelle un souvenir, qui a une valeur émotionnelle, etc. Mais ne pas recevoir cet héritage, même si c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, de grande valeur financière, ça a aussi un impact sur les descendants. Donc déshériter un membre de la lignée, c'est lui envoyer l'injonction qu'il n'a pas le droit de vivre dans la prospérité. Et c'est lui interdire de prendre sa place au sein du clan. Toi, t'as pas de valeur. Toi, t'as pas ta place dans le clan. Toi, tu fais pas partie du clan. Et en fait, symboliquement, hein, bien évidemment, je ne dis pas que c'est toujours ce que l'ancêtre s'est dit consciemment. Mais symboliquement, c'est un peu recevoir ce message-là. Tu n'as pas ta place dans le clan, tu n'as pas de valeur et tu ne mérites pas de vivre dans la prospérité que le clan a créée. Voilà, c'est un peu une injonction à rester pauvre finalement. On retrouve aussi d'autres causes, donc les reproductions de comportements d'échec ou névroses d'échec proviennent aussi des pertes des biens liés à des événements de guerre ou des migrations de survie. D'accord ? Les descendants peuvent inconsciemment s'interdire de prospérer en devenant des dépensiers, des acheteurs compulsifs ou en perte d'argent à la suite de mauvais placements. Dans les mécanismes d'autosabotage, on trouve aussi les anorexies financières, parce qu'il n'y a pas que les achats compulsifs, il y a aussi les anorexies financières reliées à la peur irrationnelle de manquer et pouvant aller à des comportements d'avarice ou de privation. Alors, quand on regarde d'où viennent ces mécanismes d'autosabotage, donc qui peuvent être
euh, eh bien, avoir un comportement de dépensier, avoir un comportement d'échec ou aller emmener à des comportements d'avarice et de privation, ça peut être dans l'arbre, on peut repérer peut-être un ancêtre qui a gagné de l'argent de façon illégale ou de façon immorale, on va dire. Amorale, immorale, je ne sais plus. Donc escroquerie, prostitution, trafic de drogue ou trafic en tout genre. On peut aussi retrouver dans l'arbre généalogique les faillites, donc soit par mauvais placement, soit des faillites à cause de jeux d'argent. Voilà. Il y a aussi les disparitions de fortune, les dilapidations de patrimoine, donc ces ancêtres qui avaient beaucoup d'argent et qui ont complètement dilapidé pour diverses raisons, hein, pareil, mauvais placement, jeu, alcoolisme, je ne sais pas, ou faire la fête tout simplement et sans penser à plus tard. Il y a aussi parfois dans l'arbre, on peut repérer des ancêtres qui ont réussi, qui ont vraiment réussi peut-être par eux-mêmes, qui ont entrepris des choses, mais cette réussite a entraîné de la jalousie. Ou après cette réussite, il y a eu un vol entre membres du clan. Donc ça, c'est d'autres causes, d'autres raisons que l'on peut trouver dans l'arbre généalogique. Et donc, face aux transmissions de l'arbre concernant la place sociale, professionnelle, nous pouvons inconsciemment répéter les modèles comme fidélité inconsciente ou chercher la réparation en voulant développer un contre-modèle de réussite. Donc, ce contre-modèle de réussite, c'est justement mes ancêtres, ils ont gagné de l'argent de façon malsaine, avec des choses illégales. Je veux réparer en développant un contre-modèle. Donc, la vie, c'est pas gagner de l'argent, je m'en fiche de l'argent et je ne veux pas donner de place à l'argent. Voilà, je répare en fait ce que l'ancêtre a fait par un autre comportement. Je ne cherche pas à gagner de l'argent à tout prix, voire même, je ne cherche même pas à gagner réellement de l'argent. Dans les fidélités inconscientes, je vais reprendre l'exemple d'un psychogénéalogiste qui parlait d'une cliente, d'une patiente, je ne sais pas trop comment on dit, qui était venue avec des problèmes d'argent. Cette personne qui est venue consulter la psychogénéalogiste explique que les hommes de la famille, ou en tout cas les maris qui arrivent dans la famille, eh bien, font faillite dans leur société. La cliente elle-même, la patiente elle-même est mariée à quelqu'un qui fait faillite, son père a fait faillite, mais aussi son grand-père maternel a fait faillite dans sa société. Quand on remonte encore un peu plus loin et qu'on regarde l'arrière-grand-père, on voit que c'était une personne qui avait eu beaucoup d'argent, qui avait hérité d'une belle fortune, mais il avait passé sa vie à dilapider cette fortune avec dans ses maîtresses, au casino, etc. Et du coup, sa femme et ses enfants, finalement, ont subi un peu toutes ces aventures, toutes ces frasques, toutes ces situations désobligeantes. Et l'un de ses fils, Pierre-François Jean, qui est donc le grand-père de la cliente elle-même, a décidé de couper les liens avec son père. Il s'est fâché parce qu'il avait un peu honte finalement du comportement de son père et il a voulu couper les liens. Il n'a pas voulu récupérer l'argent de ce père et il a voulu faire fortune finalement lui-même par ses propres moyens et il est resté fâché jusqu'à la mort de son père avec ce père-là. Et quand on observe, eh bien on voit que l'arrière-grand-père s'appelait François, que son fils qui a coupé les liens s'appelait Pierre-François Jean, donc un peu assez relié finalement à son père par le prénom, que la fille de ce grand-père, Alice, s'est mariée avec un Charles Pierre pour retrouver encore ce lien, symboliquement ce lien avec cet arrière-grand-père.
Et qu'ensuite, les parents de la cliente, donc, ont fait un enfant, donc la cliente, et cette cliente, Marie-Claire, s'est mariée avec un Jean-Pierre. Bref, on est là dans une répétition, dans une fidélité inconsciente familiale, une répétition parce que il n'y a pas pu avoir une vraie coupure. Le grand-père qui s'est fâché avec son père n'a pas fait de deuil de la relation, n'a pas pu faire une coupure suffisamment saine avec son père et a juste reproduit sans le vouloir inconsciemment le comportement de son père. Voilà, donc les fidélités inconscientes peuvent passer par là, on continue à avoir les mêmes comportements face à l'argent sans vraiment le vouloir. Pour finir sur les problèmes liés à l'argent dans le transgénérationnel, on peut parler des névroses de classe, de la névrose de classe. Donc, parfois, on a ce désir justement de réussir. Notre clan familial a peut-être été pendant des générations, a connu la pauvreté pendant des générations, ou alors a pratiquer des métiers d'une certaine catégorie sociale et on désire dépasser ces catégories sociales comme pour réparer en fait symboliquement le clan ou gagner bien plus d'argent pour se mettre à l'abri, pour éviter justement de retomber dans cette pauvreté. Et en fait, d'un coup, on arrive à un conflit intérieur parce que ce désir d'élévation, de richesse, etc., peut entrer en conflit avec les valeurs du clan et de son milieu d'origine jusqu'à donc la fameuse névrose de classe. Donc la personne atteinte de névrose de classe, elle se retrouve coincée entre son désir de réussir, socialement, professionnellement, financièrement, et de rester fidèle aux valeurs de son milieu d'origine. La névrose de classe, en fait, elle se définit comme le conflit entre une identité héritée, donc qui provient de son milieu d'origine, et une identité acquise au cours de ses différentes expériences de vie. Et souvent, en fait, cette névrose de classe, elle s'accompagne d'un fort sentiment d'infériorité, avec de la honte inconsciente, de l'anxiété et surtout une profonde culpabilité. La honte de venir d'un milieu social différent et l'anxiété de ne pas arriver à s'insérer dans ce nouveau milieu social, comme la culpabilité inconsciente d'abandonner et trahir les siens. Il y a vraiment des fois cette culpabilité de se dire « si je gagne de l'argent, je vais trahir les miens, je vais être dans une autre catégorie de personnes et peut-être que je vais trahir toute ma famille, toutes ces générations ». Voilà, c'est souvent perçu comme une trahison et encore une fois on peut aller chercher pourquoi est-ce qu'on perçoit ça comme une trahison, quel était le rapport du clan familial à l'argent, comment est-ce qu'il percevait l'argent. Et ces difficultés se retrouvent au sein des clans qui ont vécu l'immigration. Elles se retrouvent aussi dans l'inconscient collectif féminin, surtout dans certaines cultures où femmes et argent ça fait pas bon ménage. Voilà, j'ai fait un peu le tour des causes des problèmes d'argent quand on regarde du côté du transgénérationnel. Et donc, en vient la question, ok, mais maintenant, comment je fais pour m'en libérer ? Qu'est-ce que je fais pour sortir de ça ? J'ai conscience qu'il y a des problèmes d'argent, moi j'ai des problèmes d'argent, que ça peut avoir une cause transgénérationnelle. Comment je fais pour sortir de tout ça ? Eh bien, la première chose, c'est un travail de recherche, un travail d'introspection pour sortir de ces schémas. Parce que tout ce que je viens de dire, eh bien, il faut aller voir si c'est le cas dans ton arbre généalogique. Aller interroger tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents s'ils sont encore en vie, tes oncles, tes tantes, tes voisins, peu importe, faire des recherches, faire de l'introspection, analyser un peu ton arbre généalogique, parce que ça, c'est une étape importante de conscientisation. Alors, c'est une étape importante, mais c'est aussi parfois difficile. Et d'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin,
dans mon accompagnement en transgénérationnel, je propose en plus de ces recherches et des analyses de l'arbre généalogique, je propose des séances de régression qui te permettent de changer vraiment de perspective puisque tu peux rencontrer en fait un de tes ancêtres que tu n'as pas connu lors des régressions. Donc c'est une hypnose régressive et qui te permet vraiment d'aller fouiller encore plus loin dans tes mémoires familiales et à changer en fait les choses, à changer vraiment de perspective là-dessus. Bref, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que tu peux faire toi seul pour commencer? Eh bien donc, la conscientisation, elle passe par un certain nombre de questions à se poser sur son clan familial. Donc déjà, je t'ai donné un peu des causes transgénérationnelles des problèmes d'argent. Donc tu peux aussi maintenant mettre ça en lien avec ta vie actuelle, ton présent, et bien tes ancêtres. Donc d'abord, tu peux lister les situations où tu manques d'argent, où tu perds de l'argent. Quand et comment ça se manifeste, quelles sont du coup les conséquences pour toi, pour ton entourage. Est-ce que tu ressens de la culpabilité, de la honte, de l'angoisse face à l'argent ou face à ces manques d'argent? Quelle représentation tu as réellement de la réussite financière, toi réellement? Qu'est-ce que ça te fait d'imaginer avoir de l'argent? Donc ta représentation et pas la représentation de la société ni celle de tes parents. Quelle importance tu donnes à l'argent? Quelle place l'argent a dans ton clan? Donc quand je dis clan, c'est bien sûr la famille en allant le plus loin possible. Est-ce qu'il y a eu des désastres financiers, des faillites? À quel moment? À quelle date? Et quelles ont été les conséquences à ce moment-là de ces peut-être désastres financiers? Et mets ça en lien maintenant avec ta situation propre. Donc je disais au début de lister les situations où tu manques d'argent, les moments où tu manques d'argent, comment ça se manifeste. Essaye de voir s'il y a un point commun entre ces moments-là et les désastres financiers qui ont touché ta famille, qui ont touché ton clan. Donc là, c'est la première étape, c'est la conscientisation. Ensuite, on peut faire un certain nombre d'actes symboliques. Donc les actes symboliques, tu peux en créer toi-même, hein. Je vais donner quelques exemples, mais tu peux aussi en créer toi-même selon la situation, parce que plus c'est personnalisé et mieux c'est. Mais la première étape, ça peut être de faire une lettre. Par exemple, une lettre à un ancêtre, donc tu as analysé ton arbre généalogique, tu as trouvé la cause de ces problèmes d'argent. En tout cas, tu as l'impression que ça pourrait être une cause des problèmes d'argent actuels. Et du coup, à cet ancêtre, tu vas écrire une lettre. Donc, soit une lettre, donc si tu ne le connais pas, évidemment, c'est pas grave, hein, si tu connais son nom, connais à peu près cette situation, c'est pas très grave de ne pas le connaître, mais tu vas faire une lettre, soit si c'est lié à une disparition, une mort, etc., de faire une lettre de deuil, une lettre vraiment de... En fait, tu laisses partir en fait cette personne. Ou si c'est un problème, de faillite ou de dépenses, de dilapidation, de mauvaise transmission de l'héritage, etc. Eh bien, tu peux faire une lettre où tu te présentes, tu dis que tu es la fille de, la fille ou le fils. Donc je dis la fille parce que je suis une femme et que du coup c'est plus facile pour moi de mettre au féminin. Mais évidemment ça marche aussi pour les hommes, ok. Donc où tu dis que tu es la fille de, la petite fille de, donc tu essayes de nommer à chaque fois tes ancêtres, les membres de ta famille, et l'arrière-petite-fille de, etc., etc., au plus loin possible que tu puisses le faire. Et tu fais un peu... une lettre un peu officielle. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a été banni, dont on n'a pas vraiment transmis d'héritage, on lui a coupé l'héritage, tu demandes par cette lettre à réintégrer ton clan dont tel ancêtre a été banni. Si par exemple on reprend
ton arrière-grand-père a banni ton grand-père du clan, bah, tu vas dire je suis la fille de, la petite fille de, etc. etc. Et tu peux marquer je déclare par la présente réintégrer dans mon clan mon grand-père qui en a été banni. Et après, tu expliques, en fait, tu écris dans la lettre une réparation du coup qui va rentrer en conséquence avec cette réintégration dans le clan de cet ancêtre. Par exemple, je sais pas si tous les hommes du coup après perdaient d'argent, n'arrivaient pas à gérer leur argent, et bien par cet acte, du coup, les hommes de la famille n'ont plus de dettes, prennent soin de leur argent, je ne sais pas, d'accord. Évidemment, tu remets tout en contexte selon ta situation propre. C'est un peu difficile là de personnaliser et de donner des exemples précis, mais voilà, tous les hommes n'ont plus de dettes, tous les hommes de ma famille n'ont plus de dettes, sont capables de gérer leur argent. Ils ne sont plus porteurs des problèmes d'argent de la famille, etc. Toutes les femmes sont libérées du fardeau, etc. etc. Et à la fin, tu peux brûler la lettre. Donc tu la signes, vraiment une lettre officielle. Tu la signes, tu la brûles ou tu l'enterres, peu importe. Tu la mets à un endroit symbolique pour toi aussi. Tu peux également faire une lettre de pardon. Pardonner à un de tes ancêtres de ce qu'il a fait. Tu peux aussi symboliquement réunir des membres de la famille qui étaient en conflit. Donc tu vas prendre des photos d'eux. Si tu n'as pas de photos de certains, tu peux les dessiner et écrire leur nom et les réunir sur faire une sorte de montage photo, les réunir sur un même document et dessiner quelque chose qui les relie symboliquement dans l'amour. Donc tu fais ce que tu veux, un cœur, je sais pas, de belles lignes colorées, peu importe. Tu peux aussi compléter ça par un texte qui explique pourquoi ils étaient en conflit et comment ce conflit n'existe plus. Voilà, donc tout ceci, ce sont des actes symboliques qui permettent d'ajouter une touche symbolique pour que toi tu sois séparé des conséquences des blessures et des traumas qui ont été vécus par tes ancêtres. Encore une fois, on peut aller encore plus loin par la régression. Là, j'essaie de te donner des pistes pour que tu puisses faire seul, mais si c'est trop compliqué, tu peux toujours te faire accompagner par un professionnel. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, à me laisser un commentaire, à me laisser une note, à le partager aussi le maximum autour de toi. Et je te dis à très très bientôt pour un prochain épisode.